Salut à tous et bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Tous les jeudis, on se retrouve pour faire un point complet sur toute l'actu high-tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Tiens, voici le sommaire de 01 Hebdo. La 5G, François, on va en reparler puisque ça se met en place petit à petit. Alors quoi de neuf du côté des opérateurs? Vous allez le découvrir, il y a même quelques surprises. Jérôme, l'Europe se rebiffe concernant les GAFA. On parlera de ce Digital Hack Service. Où en est-on de ce projet de loi du numérique qui va impacter les GAFA ? Une enceinte audio française à monter soi-même. C'est vraiment sympa, c'est assez insolite et ce sera notre invité dans un instant. Faut pas oublier le tournevis. Et puis, tiens, Jérôme, ça irait pas bien ça dans ton salon ? Dans ma fusée plutôt. Cet écran spécial gamer signé Samsung, il est exceptionnel. Aymeric Siméron viendra nous en parler tout à l'heure. C'est impressionnant. Bon voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui encore, c'est parti. C'est vrai que ça irait très bien dans une fusée style SpaceX, hein, cet écran. C'est vrai, c'est vrai. Impressionnant. Bon, après, le problème, c'est qu'avec un écran comme ça, tu as envie de jouer aux jeux vidéo et pas de piloter une fusée. Mais enfin, ça, c'est un autre débat, on va en parler dans un instant. On est ravis de vous retrouver, vous le savez, chaque jeudi soir, 01 Hebdo, sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV. Et puis, bien sûr, dès le jeudi soir, en multidiffusion sur la chaîne 01 TV, sur les box Orange SFR, Free et sur le satellite sur FranceSat. Merci en tout cas de nous suivre. Avant d'attaquer l'actu de la semaine, voici notre traditionnelle question 01 Hebdo Orange. Et Jérôme, la semaine dernière, alors. Alors, la semaine dernière, sur Twitter, on vous interrogeait concernant les mots de passe de vos mails. Est-ce que vous pensez à changer régulièrement vos mots de passe d'une manière générale ? Vous savez que c'était un sujet passionnant. Bon, je suis très fâché, là. Oui, alors je le vois, Jérôme, toi qui es là pour promouvoir le changement du mot de passe régulièrement. Exactement. On est à non à 73,4%. Eh ben, il va falloir me changer tout ça, hein, parce que vous savez que c'est très important pour la sécurité d'en changer régulièrement. Cette semaine, on parle de toute autre chose. Noël approche. Noël approche. Et est-ce qu'on va être patriote pour Noël, Jérôme ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va être chauvin en matière d'objets tech et d'objets tech français ? Voilà la question qu'on vous pose. Crafted Sounds, WeSings, bien sûr, qui est une pépite française, Netatmo. Est-ce que vous êtes prêt à acheter de la tech française pour Noël ? Voilà, 3 marques françaises de tech. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Bien sûr. Ça nous intéresse de savoir si vous êtes sensible au côté tricolore. Mais pour l'instant, c'est du 50-50. Continuez à voter. Vous avez une semaine. Voilà, évidemment, on surveillera vos votes tout au long de cette semaine. C'est sur le compte Twitter de 01 TV. Et on commence, bien sûr, ce 01 Hebdo par l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la 5G. Tiens donc. Oui, c'est l'actu du moment, on va dire, hein, plus que la semaine, parce que c'est un peu, évidemment, un sujet qui revient régulièrement sur ce 01 Hebdo. Mais cette semaine, il y a pas mal de choses avec les opérateurs, petit à petit, Jérôme, qui se mettent en ordre de marche. Ouais. Et c'est Bouygues Telecom qui a lancé son réseau. Exactement. Ils ont ouvert les hostilités le 1er décembre, donc il y a 2 jours. Bouygues qui annonce qu'il est désormais présent en 5G dans 20 villes françaises. On peut en citer quelques-unes, Montpellier, Nice, Lyon, Le Havre, etc. Alors, Bouygues d'un côté, SFR a été le premier, on en parlait la semaine dernière avec Nicolas Lelouch qui nous faisait ses premiers speed tests en 5G depuis Nice. À Nice, ouais, le 20 décembre, ils ont ouvert. Voilà. Et puis aujourd'hui... C'est Orange. Eh ben c'est Orange, voilà. Le 3e opérateur qui arrive dans 15 villes françaises à partir d'aujourd'hui, 150 autres d'ici la fin de l'année. Alors 15 villes françaises pour Orange, ça représente à peu près 10% de la population couverte en 5G. Ce n'est que le début, vous le savez. Il n'en manque pas, hein ? Il en manque un. D'opérateur. Oui. Et bien sûr, c'est Free Mobile. Pour l'instant, Free. Et pour l'instant, aucune news concernant Free Mobile. Alors, Free Mobile, on va dire, continue un petit peu de peaufiner, non pas son réseau, parce que je pense qu'ils sont prêts, mais vous savez, c'est surtout la manière dont communique, hein, Free, qui est toujours un petit peu mystérieuse. Visiblement, on risque d'avoir un communiqué de presse qui va arriver avec une couverture 5G qui devrait être annoncée et qui risque d'être assez intéressante. Et puis les tarifs, François, parce que donc les forfaits 5G actuels qui ont été dévoilés par SFR, Bouygues et Orange, ils sont grosso modo, alors sauf Bouygues, je crois qu'il y a
qui a une offre très très basse, mais ils sont à peu près à 5 € de plus que les forfaits 4G. La question, c'est de savoir sur quel tarif va arriver Free, puisque si on se rappelle ce qui s'est passé pour la 4G, c'était plus au même prix, quoi, en fait. Et bien voilà. Ce qui obligerait dans ce cas-là les autres opérateurs probablement à s'aligner. À réviser leurs tarifs. Mais peut-être que ce n'est plus la stratégie de Free aujourd'hui. C'est pour ça le suspense est à son paroxysme. On en saura plus sans doute d'ici la fin de l'année si Free décide de lancer son offre 5G d'ici la fin de l'année. Avec cette polémique en plus, parce que évidemment déjà c'est un peu compliqué. On va rajouter une petite couche de complexité. C'est la vraie 5G et la fausse 5G, Jérôme. Voilà qu'il y a de la fausse 5G. Il y a comme le Canada Dry, ça ressemble à la 5G, mais c'est pas de la 5G. Mais malgré tout, il y a 5G écrit sur le téléphone. Il se peut qu'à certains endroits, quand vous aurez votre téléphone 5G, votre forfait 5G, vous voyez apparaître le mot 5G et en fait ce ne sera pas de la vraie 5G entre guillemets, en fait ce sera de la 5G utilisant les plages de fréquence de 700 MHz qui est allouée malgré tout à la 5G et de 2,1 GHz qui en fait est une plage de fréquence qui appartient à la 4G. Tout à fait, tout comme les 700 MHz, c'est-à-dire que les opérateurs ont le droit de pouvoir émettre à la fois de la 4G sur la bande des 700, mais aussi de la 5G. Alors vous vous dites, mais s'il y a marqué 5G, c'est la vraie 5G ? Pas tout à fait, parce qu'on sait que la 5G, en fait, donne ses meilleurs débits et sa meilleure technologie sur de très très hautes fréquences. Et le 700 MHz, c'est pas une haute fréquence. Donc on peut avoir de la 5G en 700, mais finalement, on n'aura pas beaucoup de différence par rapport à la 4G qui existe déjà en 700 MHz. Voilà, et en réalité, donc tu l'as dit, c'est tout à fait légal, c'est autorisé par l'ARCEP et par l'ANFR aussi, l'Agence des fréquences. Il va peut-être y en avoir un peu plus que prévu au début, et puis après, ce ne sera qu'un complément en réalité. Ce sera utilisé en complément des fréquences véritablement très haute. La 5G. Voilà, parce que l'intérêt aussi d'émettre de la 5G en 700 MHz, c'est qu'on a une couverture qui va être très importante. Avec un émetteur, vous pouvez couvrir plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas avec les hautes fréquences qui proposent des débits très important, mais une couverture qui est très courte. Donc voilà, après c'est une équation à réaliser, et il semblerait que Free pourrait dévoiler en fait un réseau 5G assez important sur la bande des 700 MHz, mais ce ne sont que des rumeurs. On attend évidemment des nouvelles de Free. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait, s'il y en a un qui le fait, les opérateurs vont se dire qu'eux aussi peuvent le faire, et donc ça risque d'en entraîner encore plus finalement. Parce que finalement, le plus important là-dedans, c'est le marketing. Si demain, un opérateur communique avec 20, 30, 50% de couverture en 5G, que ce soit du 700 ou du 3,5 GHz, eh bien, il aura gagné en termes de com. Oui, bien sûr, absolument. Alors que la 5G est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, alors. Je pense. Bon, Jérôme, la 5G, on en a parlé. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, en ce jeudi 3 décembre 2020, puisque Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés. C'était notre président de 1974 à 1981. Alors, les plus jeunes n'ont pas connu ce gouvernement, qui a vu le début aussi de Jacques Chirac, en tant que Premier ministre. Tout à fait. Alors, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, vous allez vous demander ? Eh bien, parce qu'en réalité, Giscard et la techno, il y avait quelques liens. C'était une époque très particulière, François, à ce moment-là. Et Giscard, par exemple, c'était l'homme du téléphone. Et oui, c'est l'homme qui a permis la généralisation du téléphone dans les foyers, parce que ce n'était pas le cas à l'époque en France. Donc, il avait lancé un grand plan de rattrapage pour mettre le téléphone partout. Et puis, on se préparait aussi à ce qui allait devenir la télématique, c'est-à-dire le Minitel. Oui, c'est vrai que le Minitel a été créé sous l'impulsion de ce président, qui était un président moderne. C'était l'un des tout premiers présidents modernes. On est au milieu des années 70. Alors, effectivement, il a voulu étendre le réseau téléphonique. C'est bien pratique aujourd'hui pour avoir de la DSL, quand même. Le Minitel, mais aussi le TGV. Il faut savoir que si le TGV a réussi à prendre, j'allais dire, son envol, mais à se mettre sur les rails, eh bien, c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est pas terminé. Il y a Airbus, les fusées, il y a Ariane aussi. Bien sûr. C'était un peu le prolongement du gaullisme où il fallait que
France ait sa propre indépendance, et puis le nucléaire aussi, son indépendance énergétique. Et donc c'est à ce moment-là qu'ont été lancés tous ces programmes. C'est quand même pas rien. Il y a peut-être une petite ombre au tableau. C'est une innovation qui s'appelait à l'époque le réseau Cyclade. Ça ne vous dit probablement rien du tout. Mais le réseau Cyclade... Qui étaient les prémices d'Internet, en fait. C'était exactement les prémices d'Internet. Ça avait été inventé par des ingénieurs français, notamment M. Louis Pouzin. Ça aurait pu devenir l'Internet français, mais non. Cyclade a été enterré au profit de ce qu'allait devenir le Minitel. Oui, voilà. Qui avait un autre modèle économique. Le Minitel, en fait, on payait la communication. Ça a permis de faire gagner beaucoup d'argent à France Télécom. Et puis, il y a des acteurs qui se rémunéraient sur les communications. Exemple, Xavier Niel, qui a pu lancer avec l'argent qu'il a engrangé, qui a pu lancer quelques années plus tard Free. Ça, c'était bien plus tard. Voilà, donc une époque quand même vraiment fondatrice en matière de techno, on va dire. Voilà, petit clin d'œil à ce président qui nous a quittés. Jérôme, l'actu de la semaine aussi, c'est Amazon qui se lance dans l'informatique du futur. Cette informatique qui fait rêver, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines de cela dans ce 01 Hebdo avec notre porte-parole d'IBM qui était avec nous ici. C'est l'informatique quantique. Et oui, l'informatique quantique, alors impossible de vous résumer ça en 2 minutes, mais grosso modo, non, je ne vais même pas essayer. C'est vraiment une informatique d'un tout nouveau genre qui s'appuiera sur la physique quantique et qui va complètement bousculer tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ça fera des ordinateurs hyper puissants, mais qui ne seront plus tout à fait des ordinateurs. Déjà, il faudra réécrire des tas de programmes. Au début, ce ne seront que des choses très, très ciblées. Il pourrait y avoir des conséquences vraiment non négligeables, comme la fin de la cryptographie, c'est-à-dire qu'un ordinateur quantique, potentiellement, pourra faire sauter tous les mots de passe du monde. Oui, parce qu'en fait, il aura une telle puissance de calcul qui pourrait être, multiplié par 10, 100 ou 1000, d'après certains spécialistes, que en fait, on pourrait craquer donc, des mots de passe en quelques secondes, mais surtout, ça pourrait révolutionner la médecine, l'espace, enfin, énormément de domaines où on a besoin de puissance de calcul. Voilà, pour la fabrication de nouveaux médicaments dans le futur, pour l'étude des planètes, etc. Alors, pourquoi parle-t-on de tout ça ? Parce qu'effectivement, tous les géants du numérique sont là-dessus. Tu parlais d'IBM, il y a Microsoft également, Google aussi, et même Amazon, comme quoi Amazon, décidément, ce n'est pas seulement un épicier en ligne, puisqu'il a déjà lancé en réalité Amazon un truc qui s'appelle le bracket, qui est un concept de quantique dans le cloud. On ne sait pas trop ce que c'était encore à l'état de projet. Et là, on vient de s'apercevoir qu'il recrutait des ingénieurs pour mettre au point une Quantum Hardware Team. Donc, c'est le secret, mais on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare en matière de quantique chez Amazon. À noter que Google aussi est sur le coup, IBM, on en parlait bien sûr, les géants de l'Internet travaillent sur l'informatique quantique. C'est un sujet passionnant, mais il faudrait un petit peu plus de temps pour le développer. On vous invite à retrouver en replay ce 01 Hebdo, on vous expliquait, on prenait plus de temps pour vous expliquer ce qu'était l'informatique quantique. L'actu de la semaine aussi, elle est du côté, alors là on passe dans le domaine du gadget. On va passer du magique très très grand à des toutes petites choses très, très réelles, très présentes. Voilà, vous connaissez ces petits trackers Bluetooth qui ont été à la mode il y a quelques années. Il y a même quelques startups françaises qui avaient lancé ces petits appareils. Eh bien visiblement, Jérôme, Samsung en aurait en préparation. Voilà, alors ces petits trackers qu'on appelle des tags ou des smart tags, le leader du marché, c'est déjà un Américain qui s'appelle Tile. Ils sont très bien d'ailleurs, les Tile. On sait qu'Apple en préparerait. Chaque fois qu'il y a une keynote Apple, on s'attend à ce qu'ils dévoilent des tags. Ils ne l'ont toujours pas fait. En revanche, oui, Samsung pourrait lancer le mois prochain des smart tags qui seraient hyper high-tech parce qu'alors ceux-là, ils auraient, tu parlais du Bluetooth, mais on parle aussi de 4G et de GPS. Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'en fait, le vrai défi de ces trucs-là, c'est que c'est tout petit et donc on ne peut mettre qu'une toute petite pile. Et avec une toute petite pile, tu ne fais pas fonctionner de la 4G et du GPS, grosso modo. Mais il y a peut-être des moyens de contournement en utilisant la localisation Wi-Fi, les réseaux bas débit, etc. Il y a encore une marge de progression, mais c'est assez intéressant ces petits gadgets parce qu'en plus c'est vraiment pratique. Voilà. Alors pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On verra bien si Samsung sort ses petits appareils et puis si Apple daignera aussi à sortir les siens, qui sont dans les cartons. L'actu de la semaine aussi, eh bien, c'est le futur du smartphone qui se décide. Et quand on parle du futur du smartphone, c'est pas un avenir très lointain, c'est celui de l'année 2021. Vous savez que chaque année, en fait, l'actualité et l'innovation dans le smartphone, elle est marquée par Snapdragon, qui est le processeur qu'on a
a dans la plupart des smartphones Android. Eh bien, Snapdragon et Qualcomm viennent donc de dévoiler le nouveau processeur qu'il y aura dans les smartphones 2021. Et c'est le Snapdragon 888, Jérôme. Welcome to the 888. Oui. Voilà. Bon, nouvelle génération de smartphones. C'est amusant parce qu'à une époque, on était très attentif à ce que faisait Intel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on surveille beaucoup ce que fait Qualcomm. Ce 888 aura de la 5G intégrée, mais comme c'est déjà le cas dans les dernières générations de Snapdragon. Mais une 5G... Sauf que là, excuse-moi, je te coupe, la différence, c'est que, en fait, pour cette année, en 2020, les processeurs Snapdragon incluent la 5G avec un autre processeur qui est à côté. Elle n'est pas encore à l'intérieur. Alors qu'avec celui qui sortira donc en 2021, le 888, dans la même puce, il y a à la fois toute l'intelligence, toute la puissance de calcul, mais aussi la puce 5G, ce qui est plutôt intéressant en matière de consommation énergétique. Hein. Oui, et en plus, ce sera de la 5G vraiment compatible avec tous les réseaux du monde. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une puce gravée en 5 nanomètres. Et là, effectivement, on rejoint ce que tu disais. Donc, super efficience, baisse de consommation énergétique, etc. Alors, ce Snapdragon va apporter évidemment plus de puissance de calcul. On pourra avoir des jeux encore plus beaux, on pourra avoir des photos encore plus belles parce que toute cette puissance de calcul pourrait apporter évidemment de l'intelligence artificielle dans le domaine de la photo. Et on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le monde de la photo nous permet d'avoir des clichés incroyables sans forcément changer le capteur photo. Hein. Exactement. On pourra même peut-être, paraît-il, mais ce n'est pas confirmé, téléphoner. Ça, c'est quand même une information, c'est un scoop. Ce serait énorme. Ce que tu nous dis. Hein. Voilà, ce Snapdragon devra arriver très vite. Premier smartphone dévoilé avec ce Snapdragon, ça serait peut-être du côté de Xiaomi et ça pourrait être en février prochain, Jérôme. Et c'est donc un processeur ARM. Exactement. Je dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. C'est une structure ARM. Petite précision, puisque vous le savez, en général, l'actualité du smartphone, elle est cadencée par un grand salon qui a lieu en février. Habituellement, c'est le Mobile World Congress. Cette année, le Mobile World Congress, pour cause de pandémie, a été décalé fin juin 2021. Donc on croise les doigts et on espère qu'on pourra y aller cette année, puisque déjà l'année dernière, c'était passé à l'as, en février 2020. Quoi. Et puis fin juin, ça nous permettra d'emporter notre maillot aussi, accessoirement. Oui, et Barcelone en juin, ça doit être sympa. Voilà, c'est ça. Bon, voilà pour l'actu de la semaine. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 01hebdo, et puis répondre aussi à notre question. On attaque tout de suite avec notre invité, notre premier invité de ce 01 hebdo de cette semaine. Et avec notre invité, nous allons parler de tech française. Nicolas Jacquemin, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Bonjour Nicolas. De tech française, mais de tech en plus intelligente, Jérôme. Et écologique. Écologique et je dirais même pédagogique. Mais alors, ça a toutes les qualités. Ça a toutes les qualités. Et c'est pas parce que c'est français. Et c'est pas parce que aussi cette enceinte qu'on va découvrir a remporté le prix de la durabilité qu'on vous avait présenté en collaboration avec notre partenaire la Fnac il y a 2 semaines de cela. C'est pas que pour ça, c'est parce que c'est aussi une enceinte qui procure un bon son. Nicolas, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous ce concept de Craft and Sound. Parce que pour l'instant, on voit surtout un tas de bois, il faut le dire. Un tas de bois, je vous remercie beaucoup de m'inviter. Vous aviez formulé l'invitation il y a 2 semaines lorsque Olivier Garcia avait remis le prix de la durabilité. Et donc, je vous remercie de me recevoir et de me donner l'opportunité de vous présenter notre enceinte en kit, qui est livrée en pièces détachées. Et qui sont très faciles à assembler pour que chacun puisse se fabriquer chez soi une enceinte Bluetooth de bonne qualité et sans connaissance particulière en bricolage ni en acoustique et sans outillage particulier non plus. En gros, si je sais construire un meuble Ikea, je sais construire mon enceinte Craft and Sound. Exactement. Ouais. Bon, encore faut-il savoir construire un meuble Ikea, n'est-ce pas, François ? Non. C'est vrai que je ne suis pas très doué. Hein. Bon. Donc tout tient dans la boîte qui est là, c'est ça ? Donc, je peux présenter un petit peu le contenu du kit. Oui, allez-y. Soyez pas surpris si vous voyez une étiquette noire noisette amande sur la boîte, c'est que tous nos emballages, nous les récupérons d'une association qui réutilise des emballages qui ont déjà eu une première vie et nous leur donnons ainsi une deuxième vie pour limiter l'impact écologique de la logistique. On parlera aussi de l'impact écologique, évidemment, tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'une de vos philosophies derrière la construction de cette enceinte. Donc, dans votre petit carton, il y a un tournevis, Jérôme. Ça, c'est bien, ça te plaît, ça. Moi, j'adore. Vous savez que Jérôme a 2 passions, c'est les tournevis. Les tournevis et les ordinateurs quantiques. Et les ordinateurs quantiques.
Donc comme vous pouvez le constater, tous les éléments sont inclus dans le kit. D'accord. Vous n'avez pas besoin de refaire des courses une fois que vous avez reçu le kit chez vous. Ah, ça c'est pratique, Nicolas, c'est plutôt bien. Et donc, alors... Donc là, vous allez la construire devant nous, c'est ça? Par exemple, c'est assez rapide. Il faut combien de temps? Il faut à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, sans trop se presser. On va avoir un problème parce qu'on vous avait alloué moins de temps, pour tout vous dire. Mais Aucun problème, mais je peux déjà vous montrer un petit peu le principe général. Bien sûr. Ouais. Donc nous avons fait en sorte que les assemblages soient très simples. D'accord. On ne peut pas le mettre à l'envers. Donc on a un petit plan. Hein, on a un petit plan. D'accord. Il y a un tutoriel sur Internet. D'accord. Avec différentes Pratique. photos et des animations pour ne pas se tromper. Donc première étape, monter en fait l'enceinte avec le bois que vous nous livrez. Tout à fait. D'accord. Le bois est prédécoupé pour que vous ne vous trompiez pas ni dans l'assemblage, ni dans le respect des propriétés acoustiques que nous avons étudiées en studio. Super. Et le bois a ce bois-là a des propriétés acoustiques particulières ou pas, Nicolas? Alors, il est très dense, oui. Ce qui est très important pour ne pas restituer le son de manière perturbée. Il permet d'avoir des basses un peu plus tendues et de ne pas avoir de mauvaise résonance. Et il a d'autres propriétés physiques qui sont son imputrescibilité. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bravo, bien descendu. Je ne voudrais même pas m'aventurer sur ce truc-là. L'imputrescibilité, c'est un peu comme l'inéligibilité. C'est ça. Il résiste très bien aux variations de température et d'humidité. D'accord. Il a globalement les mêmes propriétés acoustiques que d'autres bois qu'on trouve dans le monde, mais celui-ci vient d'Europe. Ok, alors ça c'est pour le bois. Une fois que c'est fait, ça donne ce qu'on va percevoir, là, puisqu'on l'a là sur le plateau monté. Donc voilà vous ce qu'on mettez obtient, le haut-parleur qui est aussi dans le kit, ainsi que l'amplificateur. L'ampli. Qui est doté d'une puce Bluetooth et de différentes entrées. Et nous laissons toujours accessible chacun des composants pour que, ultérieurement, le client puisse le remplacer ou le faire évoluer au fur et à mesure de la vie de l'enceinte. Donc, ah oui, c'est évolutif. En 3/4 d'heure, même si je ne suis pas Jérôme Colombin et un fan de bricolage, je peux m'en sortir, je monte l'enceinte, d'accord, tout est bien expliqué. Oui. L'électronique, finalement, il n'y en a pas énormément. Voilà, ça se résume à ça, une amplification et une puce Bluetooth, c'est ça. C'est dingue, tu te rends compte qu'il y a tout là-dedans. 45 grammes de technologie finalement connue et très fiable. Et alors à l'arrivée, c'est quoi comme enceinte? C'est une enceinte classique, c'est pas une enceinte connectée, c'est pas une enceinte Bluetooth? Alors oui, elle est Bluetooth. Elle est Bluetooth, d'accord. Il y a un petit module Bluetooth à l'intérieur. Vous avez la puce Bluetooth, nous programmons au sein de notre studio. Et que je peux démonter comme ça, si je veux? Vous pouvez la démonter comme ça, vous pouvez démonter l'arrière de l'enceinte, vous pouvez remplacer l'amplificateur. Et nous avons prévu également ça marchera pas, nous avons prévenu un espace accessible à l'arrière. Ouais. Et la puce représente un petit volume par rapport à l'espace disponible, ce qui permet, nous sommes en train de le lancer, d'y adjoindre une batterie. J'aimerais vous en parler. Oui, mais bien sûr, vous allez nous en parler, bien sûr. Ça, ce sera dans un deuxième temps. Et nous aimerions, on est en train de le lancer en ce moment même. D'accord. Donc les premières ventes sont imminentes. Et on peut lui émettre aussi une communication Bluetooth, qui est déjà intégrée, Wi-Fi. On peut lui mettre une entrée auxiliaire pour une communication Wi-Fi, pour la connecter à plusieurs enceintes. On peut aussi lui mettre d'autres systèmes qui permettent de la rendre communicante avec votre smartphone ou votre télévision. Donc c'est une enceinte modulable en quelque sorte, d'accord, que je peux personnaliser grâce à des petits modules que j'achèterai après, en fait. C'est ça ? Soit sur notre plateforme, soit sur d'autres plateformes. Nous ne voulons pas enfermer nos clients au sein d'un écosystème. Nous préférons le laisser libre de ses choix et des technologies qu'il veut mettre. Je peux la peindre après ou elle va perdre de ses capacités acoustiques? Elle ne perd absolument pas de ses qualités acoustiques. Au contraire, je vous encourage à la peindre et à nous envoyer une photo pour nous montrer un petit peu vos qualités artistiques. Il ne faut peut-être pas peindre le haut-parleur. Ça nous est arrivé de faire quelques petites facéties sur le haut-parleur pour lui donner un petit peu de style. Ça ne change pas tant que ça les propriétés. Comment vous avez eu l'idée de faire ça, Nicolas? Pourquoi lancer ce produit? Parce que vous pensez qu'il y a une demande? Parce qu'il y a une démarche derrière? Initialement, je ne pensais pas à la demande. J'avais besoin d'une enceinte pour chez moi, sans fil. Je voulais quelque chose de moins encombrant que des enceintes avec des câbles et une platine CD. Et la musique sans fil est désormais de très bonne qualité. Et donc j'ai cherché dans le commerce à acheter une enceinte et je n'ai pas trouvé de produit durable qui est une valeur importante à mes yeux. Et donc, comme j'aime fabriquer des objets ou les réparer, j'aime le matériau et j'aime les objets de qualité. Je vais essayer de la fabriquer moi-même.
je me suis rendu compte que sur Internet, il y avait énormément de pièces disponibles. Bien sûr. Grâce aux radios libres, grâce à tout ce qu'on peut trouver sur Internet et en électronique. On peut tout acheter. Le tout, c'est de savoir le faire et donc d'être guidé. En fait. Mais, comme vous dites, il n'y a rien qui nous dit « tu fais comme ça va marcher ». Donc, après avoir un petit peu écumé tous les sites et essayé beaucoup de composants électroniques et acoustiques, je me suis dit, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi et le résultat était au-delà de mes espérances. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer le travail que j'ai effectué à des gens et leur faciliter la tâche de se fabriquer une enceinte de qualité. Mais c'est génial parce qu'on revient quelque part aux origines de l'informatique, de la micro-informatique, puisque les premiers micro-ordinateurs étaient vendus en kit. Le premier ordinateur Apple était vendu, il n'y avait même pas de caisse, chacun faisait la boîte qu'il voulait. Donc c'est une sorte de retour aux sources, quoi. C'est un truc de maker. C'est un truc de maker. Nous sommes issus de la culture des makers, comme en témoignent un petit peu les découpes. Si vous avez une machine à votre disposition dans un Fab Lab, qui est un réseau qui se développe énormément en France et dans le monde, ou bien si vous avez une scie sauteuse, vous pouvez vous envoyer le plan par informatique et vous pouvez découper vous-même les planches et monter votre enceinte. Alors combien ça coûte cette enceinte ? Donc l'enceinte, le modèle, notre plus petit modèle est disponible à partir de 150 €. C'est le prix que nous distribuons actuellement et nous avons un modèle de taille moyenne qui est à 250 €. Sur pied, là, qu'on a aperçu tout à l'heure dans les images. Vous pouvez lui mettre des pieds, ne pas lui mettre des pieds. On aimerait d'ailleurs que des clients nous donnent des bonnes idées. On a plutôt plaisir à avoir toutes les enceintes différentes plutôt que toutes les enceintes similaires. Alors c'est une petite enceinte, il n'y a qu'un haut-parleur, c'est juste une enceinte, une voix en fait. Un haut-parleur large bande. D'accord. Donc de très bonne qualité acoustique. Et si j'en mets deux, je peux avoir de la stéréo ou pas ? Alors la puce peut s'appairer. Il y a le système TWS qui permet à deux enceintes avec la même puce d'avoir du stéréo. Donc je peux par exemple sonoriser une chambre, un petit salon. Mais sinon, vous n'avez pas pensé à ajouter un Twitter ou un truc comme ça Nous y avons pensé. À titre personnel, je suis moi-même musicien, donc j'ai fait très attention à la qualité acoustique et j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique électronique, donc je voulais quelque chose de très linéaire sur la bande de fréquence. Donc j'ai été séduit par les haut-parleurs large bande. Et l'autre élément important, c'est... Oui, là, il fait tout. Et au niveau de l'assemblage, comme on essaye de faire en sorte que l'expérience soit simple, moins de composants, ça fait moins de difficultés pour l'assemblage et pour avoir une qualité... bravo. Super. En revanche, là où je trouve que le Bluetooth limite la qualité du son. Alors vous dites que vous faites attention à la qualité du son. En émettant en Bluetooth, on se retrouve avec un son qui est quand même assez compressé. Ça vous a pas embêté dans la construction, la philosophie de cette enceinte ? On peut la brancher comme une enceinte normale aussi ? Oui, la puce Bluetooth est apt:TX. Oui, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Encore faut-il avoir un téléphone compatible aptX aussi. Tout à fait. Mais après, l'échantillonnage est automatique, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et il y a également une entrée auxiliaire pour pouvoir ajouter... nous, on écoute de la musique en FLAC sur l'enceinte sans aucune difficulté. Ok, et là avec un fil. Voilà. D'accord. Ou même sans fil si on y met un petit composant Wi-Fi. Le petit composant Wi-Fi. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Nicolas ? Est-ce que je peux acheter tout ça ? Est-ce que je peux m'offrir ça pour Noël ? Est-ce que je peux faire... C'est vraiment un cadeau original, je trouve. Oui, c'est très sympa. C'est disponible ? C'est tout à fait disponible. Nous sommes situés en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et depuis peu, nous avons la chance que la marketplace de la Fnac nous ait fait confiance et nous accueille sur sa boutique en ligne. Donc vous pouvez acheter nos kits sur la marketplace de la Fnac. Ils l'ont d'ailleurs testé il y a peu de temps et nous avons été ravis qu'ils nous décernent 5 étoiles sur nos enceintes. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que la qualité audio est au rendez-vous, quoi. Ouais, en fait, il n'y a pas de point faible dans ce type de produit. On monte un produit, donc il y a un côté un peu ludique, sympa, de monter sa propre enceinte. Il y a une bonne qualité de son.
Ça, c'est très important. Il y a un côté respect de l'environnement. Il y a un côté de respect de l'environnement. Finalement, il n'y a pas de compromis. Et c'est ça qui est intéressant. Eh bien, très bien, Nicolas. On vous souhaite plein de succès. Et le jour où on n'en veut plus, ça peut servir pour la cheminée Alors ça, c'est pas très gentil. Hein, vous avez l'option barbecue. Il faut enlever la prise et le Bluetooth. Oui, il faut enlever la batterie surtout. Un nid d'oiseau. Alors, un détail, si vous parlez de la batterie, nous faisons en sorte pour la batterie d'avoir une batterie où on réemploie les piles des trottinettes et des bicyclettes. C'est des batteries recyclées. Voilà. Donc ça, on donne une deuxième vie à un élément qui n'a pas forcément bonne réputation. Ouais. Donc c'est un boîtier dans le même principe qui est modulaire. Mais avec quand même une autonomie intéressante. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en général, les batteries usées ont une autonomie moindre. Oui, mais vous pouvez les remplacer individuellement. D'accord. Ah, ouais. Donc vous n'avez pas besoin à la fin de jeter une batterie. Et puis une enceinte, ça consomme moins qu'une trottinette. Donc en fait, voilà, l'autonomie. Ça tient mieux la route aussi. Ouais, c'est super. Eh bien, Nicolas, félicitations. Franchement, on est très heureux de vous recevoir dans ce 01 Hebdo. Et puis, on est très heureux aussi de vous avoir décerné en partenariat avec la FNAC ce prix de la durabilité. Vous le méritez. Merci François, merci Jérôme. Merci beaucoup, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'avais fabriqué une enceinte quand j'avais 17 ans, mais elle était moins belle que ça. Tu as tout fabriqué. Parfois, ça fumait. Console de jeu aussi, oui. Parfois, il y avait des flammes non, qui sortaient de tes produits. Non, ça marchait. Jérôme est un peu un savant fou, il faut le savoir. Alors... Tiens, justement, notre question 01 Hebdo Orange de cette semaine est liée à ce sujet. Craft & Sound, WeSings, Netatmo, est-ce que vous êtes prêts à acheter de la tech française pour Noël? Écoute, une tendance commence à se dessiner, Jérôme. Absolument, il y a un petit oui, c'est plutôt intéressant, parce que c'est même voire surprenant. Mais écoutez, tant mieux, vous êtes sensible à la fois au fait que ce soit français, puis à la fois certainement au fait que ce sont des produits qui sont de plus en plus intéressants, de plus en plus attirants, innovants, etc. Voilà, ça donne envie en tout cas de tester. Moi, je serais curieux de voir la qualité de son de ce type de produit. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez continuer notre question, continuer à voter notre question 01 Hebdo Orange qui vous attend donc sur le compte Twitter de 01 TV. On va passer à quelque chose de quand même beaucoup plus tech, traditionnellement tech, avec un écran complètement fou. Vous allez voir ça tout de suite avec Aymeric Siméon. Bonjour Aymeric. Bonjour Jérôme, bonjour François, bonjour à tous. Bonjour Aymeric. Et Aymeric, tout à l'heure dans le sommaire, on a vu un écran passer. L'écran de l'espace. Ah ouais. Mais vraiment, alors là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ouais, belle bête, hein. C'est un écran, décris-le-nous, parce qu'il a une forme et une taille hors du commun. Ouais, alors c'est un écran qui avait été annoncé au CES de cette année. On s'en souvient, on l'avait vu. C'est l'Odyssée G9 de Samsung. Voilà. Et donc, sa particularité, enfin, il en a plusieurs, mais enfin, sa particularité, déjà, c'est qu'il est immense. Il est très, très grand. Il est 49 pouces. D'accord. 49 pouces de diagonale. Et avec un format particulier. 32/9. Voilà. Donc, c'est très, on va dire que c'est très écrasé. En fait, pour faire une analogie, c'est un peu comme si vous aviez accolé deux écrans de 27 pouces en 2560 par 1440, l'un à côté de l'autre. Vous aviez cassé les bords, et hop, fini. Magie, c'est là. Courbé aussi. Voilà, et si vous aviez mis le au centre, et tu vas te tordre de part et d'autre pour que... Voilà. Ouais. Donc la courbure, elle est de 1000 R. C'est voilà, c'est la donnée. Dis-moi, ça c'est le dos de l'écran, mais c'est le dos de l'écran en plus. Ah bah oui, ça fait de la lumière, gaming quand même. Ouais, RGB quoi. C'est un vrai truc de gamer. C'est un vrai truc de gamer et je pense que ça peut comment dire, intéresser d'autres populations, notamment les créateurs. Puisqu'en fait, les créateurs et les joueurs, ceux qui streament. Parce qu'en fait, il est possible de connecter à cet écran 2 sources, jusqu'à 3 sources même différentes. Une en HDMI et 2 en DisplayPort. Donc on peut très bien connecter 2 PC à l'écran et une console par exemple. Et vous pouvez faire du picture by picture, c'est-à-dire vous pouvez séparer l'écran en deux dans le menu et lui dire tu m'affiches à droite ce que la sortie HDMI de jeu, voilà ma console, et tu me dis à gauche et inversement mon ordinateur. Ouais, mais c'est pas très intéressant. Dans ce cas-là, mieux vaut avoir ça dépend. Fait la même chose avec 2 écrans. Ça dépend parce qu'après, si tu as envie de te faire une petite partie en 32/9 sur ton jeu PC préféré,
Ça peut être pas mal. Et puis si tu es un gros fan comme moi de tableau Excel, je peux te dire que le tableau Excel en 32e, là tous les deux, il va falloir vous discutiez. En 5120 Excel par Battle. c'est ça, en 5120 par 1440. Non, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, on le voit là à l'écran. Ouais. Voilà, on s'est amusé hier un peu à pouvoir repositionner les fenêtres. Alors Windows le gère assez bien. Oui, voilà, c'est la question. Voilà, alors on Windows va le gère poser. très bien. Windows le gère plutôt bien. Les jeux. Ça fait un bureau, mais excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. c'est incroyable. C'est fou, hein. Ouais. C'est assez fou. Alors en fait, tu as vraiment l'impression que. Bon, tu as un peu l'impression d'être un peu étriqué en hauteur quand même. Hein. Mais alors en largeur. C'est juste génial. Là, en fait, hier, donc on a fait ça avec Jean-David, j'ai ouvert plein de fenêtres et tout ça. C'est assez magique parce que vraiment, tu peux te les mettre un peu, tu peux te disposer un peu les fenêtres comme tu en as envie. Puis après, comme Windows, de toute façon, va le garder en mémoire, au fur et à mesure que tu rouvres tes fenêtres, elle se repositionne là où tu veux. Et ça, c'est assez rigolo. Mais dis-moi, il faut une carte graphique qui tient la route derrière. Quoi. Alors, si tu veux jouer, bien sûr, parce que l'écran est compatible. Alors, l'écran, il a tout un arsenal de technologies dédiées au gaming, bien sûr. Ouais. Donc il faut effectivement une bonne carte. Hein. Déjà, il va falloir une carte qui soit capable d'envoyer la définition de la dalle. Oui. Donc on va dire qu'une petite carte intégrée n'y suffira pas. Il va falloir quand même une bonne carte, une RTX. Là, tu prends ton portable, ton ordi portable, tu le branches là-dessus, ça c'est marche pas bon. Bah, sauf si tu as un excellent ordi portable. Mais voilà, oui, c'est ça. Il faut prendre un truc avec une carte graphique si, tu pourras t'en servir, mais pour un usage bureautique, regarder des films, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu pourras pas jouer. Ou alors, si, mais en t'en servant comme d'écran déporté de ton portable, et à ce moment-là, tu auras forcément deux merveilleuses gros carrés noirs, ou grosses bandes noires, ou deux beaux carrés noirs de part et d'autre. Ça sert pas à grand Voilà. chose. Alors, dans le menu, il est quand même possible de tricher et de demander à l'écran d'étirer un peu l'image. Okay. Mais c'est un peu à tes risques et périls, puisque l'image va être forcément déformée, donc assez moche. Bien sûr. Donc, je le disais, non, mais voilà, faut quand même le dire. Donc, à l'intérieur, il y a quand même pas mal de techno. L'écran est compatible G-Sync, donc c'est une technologie NVIDIA propriétaire, mais on peut aussi s'en servir avec une carte graphique AMD, c'est compatible. FreeSync Pro, donc le G-Sync, on rappelle, c'est, pour faire simple, c'est votre carte, elle envoie, on va dire, 40 images par seconde, et bien la dalle de l'écran va se rafraîchir à 40 Hz. Elle monte voilà, et comme ça, on peut incrémenter comme ça jusqu'à 240 Hz, puisqu'en fait, la dalle est compatible 240 Hz. Derrière cette magnifique dalle, vous avez un panneau QLED. Forcément, on est chez Samsung, donc il y a un rétroéclairage QLED. La dalle est mate. Voilà. Ah oui. Donc c'est voilà. Et hier, on s'est amusé, on a passé. Voilà. Alors en 32/9, c'est pas mal. Sachant que la vidéo là, elle a été, en fait, c'est une vidéo 4K qui a été ensuite optimisée en 32/9. Ah, d'accord. Donc c'est une vidéo qui a été optimisée pour cet écran-là. Je peux pas regarder mon Netflix avec ça. Mais ça veut dire quoi, optimisée? Elle a été resizée? En fait, alors, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Netflix, j'ai tapé vidéo 32/9. Et en fait, il y a des gens qui se sont amusés à redimensionner, récompiler, réencoder un certain nombre de vidéos en 32/9. Alors ça, typiquement, c'est la bande-annonce du Star Wars qui est sorti, le dernier, le 9. Voilà, on a pu la regarder. Donc la qualité est 4K. Voilà, alors la qualité est 4K. C'est une qualité 4K, mais adaptée à la surface de l'appareil. Oui, parce qu'on est d'accord qu'en natif, il n'y a pas un film qui est dans ce format-là. En 32/9 ça n'existe pas. Non. D'accord. Même les films de cinéma, enfin les trucs alors, de cinéma, en super cinémascope, etc. Alors si, mais si tu as la chance de pouvoir avoir un... Oui, il faut trouver le master. Il faut le master qui va bien, etc. Mais voilà, bon... Qu'est-ce que ça donne quand tu es en face? Parce que là, bon, évidemment, on ne se rend pas trop compte. On voit que c'est immense, mais on a l'air d'être immergé dans l'image. Alors tu peux être immergé. Alors là on avait mis effectivement l'écran un peu loin, mais si tu le rapproches un peu de toi, que tu mets juste ton clavier et ta souris, il faut avoir un peu de recul, il faut avoir le bureau qui va bien. C'est l'IMAX à la maison, quoi. Ouais, voilà. Alors le bureau qui va bien, parce que quand même, la bestiole, elle pèse quand même 14 kilos, elle toute seule. Ah ouais. Ouais, ça prend un peu de place. Bébé. JD a fait des images posées sur un bureau. Enfin, je pense qu'on les a vues ou qu'on les verra. Mais vraiment, il passe pas inaperçu. On peut le régler en hauteur, on peut le faire bouger sur les côtés, etc. Enfin, ouais, il a plein d'atouts que n'avaient pas ses petits frères. Parce que j'avais testé un ou deux écrans gamer Samsung par le passé. Et alors, niveau ergonomie, c'était 0 quand même. Là, on sent quand même qu'on a un petit peu augmenté le niveau. Alors, en même temps, je te coupe, mais à l'arrière, on a l'impression de voir un vaisseau spatial. T'as vu? Ouais, mais c'est ça. C'est SpaceX. Alors, c'est que du plastique. Voilà, c'est du plastique. Les prises sont cachées sous le panneau qui est caché en fait sous le halo bleu. On peut passer les câbles dans le pied. La partie blanche du câble s'enlève en plastique. On peut y faire passer ces câbles histoire que ce soit un peu propre. Et puis voilà. Bon, ça consomme un peu. C'est catégorie C.
Wow, donc c'est pas, ouais, c'est un peu pas bien. Alors je peux pas vous donner de données précises parce qu'on l'a reçu hier, donc j'ai pas encore commencé tous mes tests. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les menus est vachement bien. On peut faire beaucoup de choses, c'est très intuitif et il y a vraiment moyen de se faire plaisir si on aime travailler avec 2 écrans, 2 sources, etc., etc. Ça coûte quand même. Alors, c'est pas donné. Hein. Alors moi, avant que tu nous donnes le prix, parce que ça va être la conclusion de cette intervention magnifique d'Aymeric, les jeux. Ouais. Est-ce qu'ils sont compatibles? Alors, les jeux consoles. Est-ce que je peux me faire un Call of, par exemple Alors, ta console, elle va pas aimer. Console ou PC? Alors ta console, si j'ai un PC gamer. Ta console, je te le dis tout de suite, elle va pas aimer. Hier, on a branché la Xbox Series X et la PlayStation 5. Cacaboudin. Elles n'ont rien voulu savoir. Enfin, elles te l'affichent, hein, mais elles te mettent de la 4K, point barre. D'accord. Voilà, elles te mettent, voilà. Ton PC, oui, il y a énormément de jeux. Parce qu'en fait, la sortie HDMI n'est pas calibrée pour prendre en charge cette définition. Néanmoins, sur les jeux, sur ton PC, ta carte graphique, oui. Il y a beaucoup plus de jeux qu'on ne le croit. Tu peux te faire le dernier Call of en 32 neuvième. Il est compatible 32 neuvième. Et là, ça doit mais ils ne le sont pas tous. Bien sûr, tous les jeux ne le sont pas. Flight Sim l'est. Forcément, Flight Simulator, le dernier. Flight Simulator là-dessus, ça doit être magique. Incroyable. Je vais essayer. Voilà. Il y en a beaucoup et je vous invite à regarder sur le web. Il y a énormément de fous, de passionnés de 32 neuvième qui ont répertorié comme ça les jeux. Il y a même des vidéos où il y a des passionnés de vidéos sur YouTube qui ont réalisé eux-mêmes les vidéos de jeux qui se lancent en 32 neuvième et disent voilà, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faudrait optimiser. Donc déjà, ça vous donne un bon aperçu. Non, il y a une communauté fan de ce format. Ouais. Mais c'est nouveau ça, ce format 32 neuvième? Non, c'est pas nouveau parce que alors avant on avait le 31.9 et puis on est passé au 32.9. Voilà. Alors c'est pas nouveau, les formats comme ça très écrasés. Néanmoins, c'est vraiment à la marge. C'est vraiment pour un public très, très particulier, très spécial, etc. Bon, alors le prix. Allez, vas-y. Le prix, alors pour cette magnifique bestiole, il ne faudra débourser que 1 500 €. On peut payer en 10 fois sans frais ou pas? Ça, tu vois avec Samsung, c'est pas mon problème. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu en pens? C'est dissuasif? Non, c'est pas dissuasif. Je pense qu'à partir du moment où tu en as l'utilité, par exemple, tu es un joueur invétéré de Flight Sim, tu as envie de te faire vraiment plaisir. Tu as déjà un ordi à 2000 balles, tu seras peut-être prêt à mettre 1500. Tu as déjà la configuration qui va bien et qui va pouvoir envoyer assez d'images. Oui, il faut se faire plaisir. Si tu es un streamer fou passionné, que tu en as marre d'avoir 2 écrans, que c'est pas les mêmes, etc., mais que tu vas avoir une seule et même dalle, ça peut valoir le coup. Maintenant, on est bien d'accord. Toi, moi, les joueurs, on va dire, même sérieux, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir autant de surface. Voilà. Puis il faut quand même le dire, hein, c'est pas un écran qui est adapté au jeu typiquement pour faire du jeu de tir à la première personne en compétition, etc. C'est vraiment pour en prendre plein la vue, plein les joues et se faire vraiment plaisir. Mais si on cherche de la grosse perf, il peut, hein, mais c'est pas forcément l'écran vers lequel les gamers iront. Tiens, j'ai juste une question, parce qu'avec cette image, il faut le son qui va avec. Il y a du son sur cet écran ou pas? Alors, il n'y a pas d'enceinte. Donc moi, j'en ai pas trouvé. Il y a une sortie. En fait, tu peux brancher tu peux brancher un casque. D'accord. Il y a une sortie casque. Mais lui n'a pas. Il n'y a pas de haut-parleur intégré. Par contre, en passant mes mains dessous, j'ai senti qu'il y avait de l'air frais. Alors, je me demande s'il n'y a pas un ventilateur quand même pour tout refroidir là-dedans. Mais ça ne fait pas de bruit. Mais je me demande s'il n'y en a pas un. Je ne sais pas. Je ne prendrai pas le pari. Mais je ne pense pas que c'était la clim du lieu où on ait fait le tournage. Parce qu'il ne fait pas un temps à mettre la clim. Et pourtant, il y avait de l'air frais sous l'écran. Donc, l'un dans l'autre. À moins que la clim soit mal réglée. Tout à fait, c'est possible. On est dans un immeuble intelligent, donc normalement, comme il fait froid, il doit souffler chaud. Je me méfie des immeubles intelligents. C'est ça. Merci beaucoup, Aymeric. Je vous en prie, avec plaisir. Passionnant, ça donne. Alors, c'est gros. C'est un produit d'exception, ça fait rêver. C'est gros. Extraordinaire. C'est lourd, c'est gros, mais c'est rigolo. Tu n'as plus de vie sociale avec ça. C'est fini. Là, tu tires un trait sur tout. Femmes, enfants, tout, c'est terminé. Adieu, vos vaches cochons. Tu peux l'épouser même. Tu épouses l'écran. Oui, c'est ça. Bien demander en mariage. Tu épouses sa forme. Je peux tenter moins si tu. À distance, en visio. Si tu te maries avec cet écran. Merci, Aymeric. Je vous en prie. Et on va terminer ce 01 et 2 par un sujet un petit peu plus costaud, Jérôme. Oui, on va parler politique. Enfin, politique, c'est pas bien grand mot. On va parler un peu de ce qui nous attend pour les mois et même les années à venir en matière de réglementation européenne pour tout ce qui est lié au numérique. C'est le Digital Services Act. Exactement. Et qui nous en parle? C'est Marion. Marion Simon-Reynaud, bonjour, qui arrive en dansant sur son jingle. Tu ne l'avais pas vu, mais...
Bonjour à vous. Oui, et il faut bien danser avant d'expliquer ce Digital Services Act, qui est quand même un gros morceau. Hein. Attends, Constitution numérique européenne, j'ai entendu dire. Ça. Effectivement, c'est un énorme projet qui va donc être présenté a priori le 9 décembre. Peut-être que ça va être un peu retardé. Décalé, peut-être, oui. Qui devrait donc, qui a l'ambition de réguler tout Internet. Donc à la fois les réseaux, les plateformes, la haine en ligne, les contrefaçons, le piratage sur un premier volet, le Digital Services Act, et d'un autre côté le Digital Markets Act qui devrait lui réguler le côté business, c'est-à-dire en fait permettre à ce que tous les acteurs du web, même les GAFA et les GAFA surtout, soient sur le même pied d'égalité que les petits. Donc en fait, c'est clairement et concrètement interdire à Apple de préinstaller ses applications, à Google également dans certains téléphones. Alors là, il ne s'agit que de rumeurs puisqu'il n'y a aucun texte officiel pour l'instant. Et puis ce sont des sujets tellement brûlants que forcément... Ce sont des sujets totalement brûlants, oui. Voilà. Et en fait, il s'agit de moderniser un texte qui date de 2000. Donc c'est vrai que c'est ce que tu disais, Jérôme. Il s'est passé 2-3 trucs. Exactement. Et en fait, l'ambition, c'est que ça dure 20 ans, ce texte. Donc c'est vrai que c'est un espèce de RGPD. De super RGPD, mais pour le côté service, le côté entreprise. C'est super important parce que tu dis réguler Internet, en tout cas, c'est pour faire en sorte que l'Europe ne se fasse pas bouffer par les GAFAM, ni même peut-être demain par les Chinois, mais qu'on arrive à un peu... profiter en bien de toutes ces technologies. Et réguler tout ça, c'est ça. La carte de l'Europe, c'est effectivement la régulation. On n'est ni dans les services, puisque les GAFA sont là. On n'est ni dans le pur technique, parce que les Chinois sont là aussi, avec les États-Unis. Bon, après, on a quelques excellences. On a quelques excellences technologiques, bien encore heureux. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'Amazon n'est pas français, Google n'est pas français. On est plutôt petit, donc la carte à jouer, c'est clairement la régulation. C'est ce qu'ils ont fait avec le RGPD, et qui a plutôt bien marché, en fait. Et ça devient un standard. Donc là, si ce Digital Services Act veut devenir un standard. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'une chose qui sera concernée et qui nous concernerait finalement à l'arrivée? Alors, par exemple, il s'agirait, donc, dans ce deuxième volet, d'obliger Amazon, par exemple, de partager toutes ses données clients avec tous ses concurrents, pour que tout le monde ait la même information et puisse vendre les mêmes choses dans les mêmes conditions. Donc, si effectivement c'était des rumeurs d'un texte d'une page du texte qui a fuité il y a quelques mois, ça a été repris par la presse autrichienne. Et en fait, s'il s'agit de ça, c'est une révolution. C'est révolutionnaire. Donc, et c'est très compliqué à mettre en place. Évidemment, Google a plutôt émis des doutes, en disant... ils vont résister. D'ailleurs, il y a eu une polémique là-dessus. Je crois Google a été obligé de s'excuser auprès de Thierry Breton. Tout à fait. Parce qu'il y avait toute une... Pas un complot, j'exagère, mais en tout cas du lobbying qui se mettait en place de la part de Google, parce que visiblement Google, mais on peut imaginer que les autres c'est pareil, Apple, etc., Microsoft, ont peur en fait de cette... Après c'est une guerre, c'est comme ça que se fabrique aussi ce genre de texte. Exactement. On confronte les intérêts. Puis on est au tout début du texte, en fait. Là, il va être présenté par la Commission, après il a tout un chemin législatif à passer. Ça va être très long. Ça va être long. Le RGPD, il a commencé à être débattu au Parlement en 2016. Donc, Marion, est-ce que le fisc est compris dans cette loi globale? Alors la fiscalité n'en fait pas partie. Et c'est un point donc quand même brûlant et un peu compliqué. Très polémique, très polémique, très complexe pour l'Union européenne, parce qu'en fait en termes de fiscalité, il faut une unanimité de tous les pays. Et donc pour l'instant, ni l'Union européenne, ni l'OCDE, même si on dépasse l'Union européenne, n'a réussi ce défi énorme de taxer les GAFA. L'Irlande qui accueille, qui est un peu le point de chute européen. Le Luxembourg aussi, mais c'est pour ça que quand on les accuse de ne pas payer d'impôts, en fait, ils font juste que de profiter de cette espèce de gruyère qui est la fiscalité européenne. Oui, et c'est pas illégal. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Et en fait, c'est un peu... Ils font juste leur boulot. Oui, effectivement. Et puis, c'est un peu le problème aussi avec l'Irlande, c'est qu'à la fois, elle profite de cet argent, c'est des rentrées pour elle. Mais à la fois, elle en empêche, si on est dans cet esprit de la loi, l'Union européenne et ses partenaires d'en profiter. Donc c'est vrai que c'est des choses qui évoluent sans cesse. Il y a des arrêtés. Le récent arrêté 2 de Max Schrems, il s'agissait de ça, de la transportabilité des données. C'est des choses super complexes.
Ah oui, c'est devenu hyper complexe. Sur la haine en ligne, le cyberharcèlement, etc., il y a des choses qui sont prévues aussi? Alors pour l'instant... La désinformation, les fake news? Oui, effectivement. Et Thierry Breton avait réagi au lendemain du terrible attentat de Samuel Paty en disant que effectivement c'était typiquement des discours qui ne devraient pas exister et qui seraient pris en charge dans ce cadre législatif. Et si les plateformes ne retirent pas, on n'a pas encore le délai, puisque c'était ça qui posait problème dans la loi Avia en France, on n'a pas encore le délai, mais si les plateformes ne jouent pas le jeu, elles seront tenues responsables. Et c'est l'écueil dont elles échappent à chaque fois. Elles ne sont pas responsables des contenus, mais là, elles pourraient être responsables et elles pourraient payer très cher si elles ne respectent pas la loi, en fait. Parce que c'est ça, il s'agit de rendre illégal ce qu'il y a en ligne, qui est déjà illégal hors ligne. Exactement. Mais tout va très vite, donc c'est très compliqué. Voilà, Digital Services Act, la constitution numérique européenne. Voilà, mais pour que tout cela soit, on va dire, positif, il faudra aussi que tous les pays européens se mettent d'accord, ce qui n'est pas une mince affaire, hein. Tu l'as rappelé, Marion. Merci beaucoup. Merci Marion. Pour terminer ce 01 Hebdo, un petit détour, encore une fois, du côté de notre question 01 Hebdo Orange. Tout à l'heure, on recevait cette enceinte étonnante Craft & Sound. Eh bien, justement, on vous questionne sur vos achats de Noël. Est-ce que vous êtes prêts à vous offrir des produits tech français pour Noël? Eh bien, ça ne cesse de monter, François. Depuis le début de l'émission, on est à plus de 50% de oui. C'est génial. 55-45. 55-45, c'est plutôt positif. Eh bien voilà, c'est avec ce sondage que se termine ce 01 Hebdo. Jérôme, on sera là la semaine prochaine. Bien sûr, nous serons là la semaine prochaine pour vous retrouver avec plaisir et puis pour surtout parler encore de cadeaux de Noël avec un 01 Hebdo spécial Noël. François. Oui, alors ça sera un 01 Hebdo, Jérôme, événement, puisque on va recevoir... le Père Noël. Le Père Noël. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ton déguisement t'attend. Non, mais je veux le vrai, moi, je veux le vrai. Ah, tu veux le vrai? Ouais. Non, plus sérieusement, on va vous donner tous et toutes, tous les journalistes de la rédaction de 01, en tout cas ceux qui veulent participer, leur coup de cœur pour Noël, le cadeau qui leur fait rêver, et peut-être que ça vous donnera, à vous qui nous regardez, des idées, justement. Ce sera jeudi prochain. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci de nous suivre, surtout. Merci de regarder toutes nos vidéos. Et à très vite. À très bientôt sur 01 TV.